Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Retournons en 1987. À l'époque, un ticket de cinéma coûtait en moyenne 6 $ et le film le plus rentable de l'année était 3 hommes et un bébé. C'était loin d'être le seul film iconique à être sorti cette année. Voyage touriste avec John Candy et Steve Martin. Et Patrick Swayze et Jennifer Grey deviennent des vedettes dans Dirty Dancing. Si vous vous demandez de quoi parlaient les députés, regardez la suite. Cela met fin aux déclarations des ministres. Question orale, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre avait annoncé à la presse ce matin qu'il avait décidé, après tout, de se rendre à Washington pour parler de nos intérêts commerciaux. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer qu'en ce qui concerne les emplois dans le nord de l'Ontario, surtout en ce qui concerne le bois d'œuvre, vous ne vous êtes pas rendu à Washington, vos ministres n'y sont pas rendus, personne n'est allé à Washington pour défendre les travailleurs dans l'industrie du bois d'œuvre. Maintenant, quand on parle du pacte de l'automobile, vous faites l'objet des pressions de la part des partis de l'opposition. Par conséquent, vous vous sentez obligé de faire quelque chose. J'ai une question pour le Premier ministre. Nous savons qu'il est très impatient de se présenter comme étant le seul porte-parole qui veuille bien défendre le pacte de l'automobile à l'intérieur du Canada, tout comme à l'extérieur du Canada. Est-ce que le Premier ministre veut bien nous donner le nom de 3 Canadiens qui pensent que le pacte de l'automobile devrait être négocié à nouveau? Monsieur le Président, je voudrais dire, je suis reconnaissant aux députés d'avoir dit que je dois faire davantage de voyages. Peut-être qu'il a des visions de ses propres voyages sur le Concorde quand il était ministre. Je voudrais rappeler à l'honorable député que j'étais à Washington il y a environ 1 an. Nous avons parlé à des groupes de pression et à certains sénateurs. Tout le monde le sait. Depuis quelques mois que j'ai projeté un voyage à Washington au cours des prochaines semaines. Ce que je ne comprends pas, c'est l'accent qu'on attache à notre force quand on est à Washington. Je crois que nous essayons d'être le plus efficace que possible. Vous vous rappelez, à la conférence du Premier ministre, j'avais suggéré à votre proche ami, M. Mulroney, de mettre sur pied une stratégie en collaboration que nous pouvons défendre à Washington. Je crois que nous avons tous une responsabilité. En ce qui concerne la question à propos des gens qui veulent négocier à nouveau le pacte de l'automobile, je ne connais personne, à moins que vous en connaissez. Si aujourd'hui vous avez décidé que vous voulez le faire, eh bien, dites-le. Ce qui m'inquiète, c'est que, compte tenu de la pression qui existe, Mme Carney ou le Premier ministre ou M. Reisman et d'autres personnes peuvent capituler et vont accepter de changer les termes du pacte de l'automobile. Supplémentaire. Bon, tirons quelque chose bien au clair. Autrement dit, concernant le pacte de l'automobile, il n'est pas nécessaire pour vous de prétendre être la seule personne qui défende le pacte de l'automobile. Parce que vous avez vous-même indiqué que personne au fédéral ni au niveau provincial avait l'intention de renégocier ceci. Par conséquent, vous n'êtes pas obligé de monter sur vos grands chevaux et faire semblant de défendre. Je voudrais néanmoins indiquer au Premier ministre qu'il existe un Canadien qui croit depuis longtemps qu'on devrait renégocier le pacte de l'automobile.
Et cette personne a indiqué le 16 janvier 1980 que le gouvernement fédéral devrait tenir une réunion tout de suite pour discuter de cette question. Et le 26 janvier 1982, il a dit le moment est venu pour avoir une nouvelle entente. Il parle entre autres de certains aspects très négatifs qui existent dans l'entente initiale. D'ailleurs, il y a plusieurs articles ici concernant ce Canadien. En fait, c'est votre nouvelle personne que vous avez affectée au ministère de la Technologie, M. Patrick LaBelle. Est-ce que vous pourriez nous dire, lorsque certains sénateurs et représentants des États-Unis citent des représentants de votre gouvernement, ça se peut que ce soit le cas également, ça se peut que ce ne soit pas nécessairement le cas. Dernière supplémentaire. Commentaire inaudible. Nous nous souvenons de votre point de vue concernant les bois d'œuvre et dans le fond, c'était d'être d'accord avec une nouvelle taxe. Et votre ministre a dit que, dans le fond, il s'agissait d'une bonne chose, cette imposition d'une taxe de 15 %. Ma dernière supplémentaire qui s'adresse au premier ministre est la suivante. Étant donné que le sous-ministre de la technologie pense qu'on doit renégocier le pacte de l'automobile, étant donné qu'un employé, David Mills, a soulevé cette question de renégociation du pacte de l'automobile, ne pensez-vous pas que, dans le fond, il est très important que les membres du public savent exactement ce qui se passe entre M. Laval et l'industrie et que le point de vue de M. Sefers et M. Laval soit rendu public immédiatement afin que nous et les Américains savons exactement ce qui se passe concernant votre point de vue? Bon, alors, Monsieur le Président, je dois dire que j'ai du mal à comprendre ce que l'honorable député veut dire, à savoir s'il y a un manquement des responsabilités ici. Est-ce que c'est le seul, dans le fond, qui est pour ou contre? Je ne comprends pas vraiment votre question. Quoi qu'il en soit, vous n'avez mal présenté la nature exacte du travail de ses employés. C'est certainement, en fait, des discussions qui se passent au point de vue au niveau plutôt fédéral. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une réalité et c'est son interprétation de ce qui se passait à un autre niveau. Il ne s'agit pas d'une politique ou d'un document. En fait, il y a beaucoup d'autres documents qui ont affaire ici également. Certainement, il y a d'autres propos qui n'ont rien à voir ici, qui ne sont pas légitimes, qui ont été discutés à l'instant. À l'ordre. À l'ordre. Nouvelle question. Je crois qu'il est important de dire que votre position est la suivante, c'est que les citoyens de l'Ontario, y compris les membres de l'opposition, ne peuvent pas, dans ce cas-là, bien interpréter une note de service. Autrement dit, on risque de fournir une mauvaise interprétation. Dans le fond, vous êtes en train de cacher un document. C'est très offusquant. Ma deuxième question, qui s'adresse au premier ministre, est la suivante. Hier, d'après ce rapport camouflé qui a été présenté par votre ministre, il semblerait que les personnes qui ont rédigé ce rapport pensaient que l'on ne devrait pas agir immédiatement, qu'on ne devrait pas accuser des personnes, entre autres les employeurs qui ont des normes de sécurité et de travail qui ne sont pas adéquates. Maintenant, la question est la suivante. Comment pouvez-vous, en tant que Premier ministre, réconcilier le fait que, par exemple, dans le cas des institutions de soins infirmiers, vous imposez des amendes, et même contre des personnes qui ouvrent les magasins le dimanche, ou encore des personnes qui consomment de l'alcool sur les bateaux, mais lorsqu'il s'agit d'inculper des personnes qui offrent des conditions de travail qui manquent de sécurité, alors là, vous êtes plus souple. Comment est-ce que vous pouvez justifier ceci, Monsieur le Premier ministre?
je n'ai pas la difficulté que semble avoir l'honorable député. Ce sont là des problèmes séparés, indépendants. Vous appelez tout ceci une question de camouflage. Vous avez parfaitement le droit de le faire. Enfin, je comprends. Mais personnellement, je ne crois pas qu'il y ait de difficulté à comprendre la situation. Nous allons traiter des situations, comme l'a indiqué le ministre supplémentaire. Pour essayer de rassembler tout ça, je crois que la responsabilité incombe au premier ministre, parce qu'indiquer aux personnes qui œuvrent dans de telles conditions une telle chose, par exemple, une personne qui se trouve dans une communauté où quelqu'un ouvre un magasin le dimanche, un magasin de livres, une personne sera accusée. Pourquoi, dans ce cas-là, est-ce qu'on obtient une amende très imposante et dès la première fois? Et pourquoi, dans le cas où une personne qui aurait un membre de la famille qui se trouve dans une institution pour soins infirmiers, là aussi, on a droit à une amende si les soins ne sont pas bien donnés. Mais on ne peut pas mettre sur le même pied la situation d'une personne qui ouvre un magasin dimanche et la situation que l'on connaît dans les institutions de soins infirmiers. Oui, ces questions de magasinage le dimanche et autres questions que vous avez soulevées, on l'a soulevé souvent. Certainement, on a pris des mesures et je puis vous dire que je ne suis pas heureux de voir la situation qui existe en ce moment, mais je suis sûre que les ministres sont en train de résoudre ces problèmes. Et certainement, si vous avez pu voir ce qui s'est passé au cours de la dernière année et demie, vous ne seriez peut-être pas en train de dire ce que vous dites aujourd'hui. Dernière supplémentaire. Nous sympathisons certainement avec les problèmes que vous avez hérités. Mais sérieusement, j'aimerais vous dire quelque chose au Premier ministre. J'aimerais poser cette question au Premier ministre. À part votre réponse sur une cassette où vous indiquez que vous avez hérité de beaucoup de problèmes, quoi qu'il en soit, vous avez en fait eu 2 ans pour les régler. En fait, lorsque vous êtes prêt à redresser ou remettre dans le droit chemin les personnes qui ouvrent les magasins le dimanche ou encore la question des institutions concernant les soins infirmiers ou encore lorsqu'on consomme de l'alcool sur un bateau, alors là, vous êtes prêt à agir. Mais lorsqu'il s'agit d'employés qui ont été accidentés au travail, vous êtes plus souple. Alors franchement, il ne suffit pas de dire que vous avez hérité de nombreux problèmes. Comment est-ce que vous pouvez justifier ceci? Eh bien, en fait, il ne s'agit pas de 2 ans, mais 18 mois. Pourquoi est-ce que vous voulez nous donner 4 autres années pour nous permettre d'effectuer le travail? Nouvelle question. Le député de York Sud. La question s'adresse au Premier ministre. J'aimerais lui poser une question concernant le pacte de l'automobile. Vous saurez certainement que le négociateur, M. Murphy, pour les États-Unis, donc, a indiqué aujourd'hui dans le cadre d'un discours que, selon lui, le pacte de l'automobile fait l'objet de la discussion et il semblerait qu'il y ait même un groupe de travail qui existe maintenant pour examiner de près cette question. J'aimerais poser la question suivante au Premier ministre. Souvent, il a déjà indiqué que l'Ontario a un veto concernant les pourparlers de libre-échange. Je me demande si le Premier ministre peut nous dire si tel est encore son point de vue. Est-ce que l'Ontario a un veto? Et si tel est son point de vue, pourquoi ne pas s'en servir au moment propice et lorsqu'on pourra vraiment s'en servir afin de donner le message que pour ce qui est de notre province et les gens de cette province, notre industrie de l'automobile n'est pas en danger? Concernant la réponse, déjà, on a indiqué le fait que les provinces ont une forme de veto. Certainement, on en a discuté. Et ceci relève donc de la responsabilité provinciale. Et en vertu de ce veto et de la mise sur pied d'un traité, les provinces auraient un droit de voter. Et laissez-moi terminer ce vidéo. Autrement dit,
les provinces n'ont pas le droit d'effectuer des traités. C'est au fédéral qu'incombe cette responsabilité. Mais il faut l'appui des provinces pour effectuer un tel traité. Tel a été mon point de vue. Mais c'est un pouvoir que nous ne pouvons pas exercer en ce moment, seulement plus tard, vers la fin. Quoi qu'il en soit, concernant mon point de vue, le gouvernement fédéral doit prendre les décisions qu'il a à prendre. Comme vous le savez, il y a également d'autres juridictions dont il faut tenir compte et je saisis de l'occasion pour exprimer mon point de vue et je suis sûre que nous sommes tous d'accord à dire que le pacte de l'automobile ne devrait pas faire l'objet de pourparlers. Et concernant M. Murphy ou d'autres personnes, nous devrons bel et bien leur indiquer que nous n'avons pas l'intention de, ou ne devrions pas renégocier ce pacte. Eh bien, ce n'est pas un veto de fait, mais c'est plutôt quelque chose qui s'est passé après coup, on semblerait. Or, moi, ce que je critique, c'est l'approche, parce que si on a un veto, à quoi ça sert de l'avoir si on n'est pas prêt à s'en servir au moment propice, autrement dit, pour retirer cette rubrique des négociations, parce qu'on agira beaucoup plus tard, et c'est là le problème auquel nous avons à faire face en Ontario. Vous donnez, dans le fond, des signaux qui se contredisent en quelque genre. Autrement dit, vous dites d'un côté que les pourparlers vont continuer, vous continuez à parler avec M. Mulroney, vous continuez à avoir des pourparlers, mais d'un autre côté, vous faites semblant de défendre les intérêts des gens de l'Ontario. En fait, vous défendez personne parce que vous n'utilisez pas le pouvoir que vous avez pour défendre le pacte de l'automobile quand on peut le faire. Ma question est la suivante. Pourquoi n'êtes-vous pas à faire quelque chose au moment le plus propice, c'est-à-dire tout de suite? Il se peut que le message soit brouillé pour mon collègue d'en face, mais je pense que ce n'est pas brouillé pour d'autres personnes. Pour M. Reisman, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue. Je crois que c'est très clair pour M. Reisman quel est notre point de vue. Peut-être que pour vous, ça va vous prendre un peu plus de temps. Mais je suis heureux de voir que nous sommes d'accord sur cette question. Vous m'avez demandé d'utiliser plutôt mon veto et de le faire illico. Mais je puis vous dire qu'en ce moment, cela n'existe pas. Je pourrais faire ce que vous faites, c'est-à-dire rouspéter, crier bien haut et fort. J'ai l'intention de faire ce que je peux faire. Les négociateurs le savent. Et il est fort intéressant de voir que j'ai l'appui de tous les députés de cette Chambre et également je suis heureux de voir que le leader de l'opposition et vous-même ait bel et bien exprimé votre point de vue. Parfois, M. Mulroney parle de libre-échange. Parfois, il le fait moins, mais quoi qu'il en soit, je suis sûre que M. Mulroney connaît notre point de vue concernant cette question et je suis sûre que nous devons passer outre les intérêts partisans et se réunir et se rallier pour cette question. Monsieur le Président, je dois tirer ceci bel et bien au cœur pour le Premier ministre. Nous ne sommes pas du tout ralliés avec le Premier ministre en ce moment parce que le Premier ministre et son parti ont toujours été d'accord avec les pourparlers et il y a beaucoup de membres du cabinet qui sont nettement en faveur du libre-échange. Et certains ministres déjà ont indiqué qu'ils étaient pour le libre-échange et pour les négociations. Ceci a été d'ailleurs versé au dossier. Je dois dire que nous ne sommes pas ralliés avec le gouvernement parce que le gouvernement appuie le libre-échange. Et dans le fond, on ne préserve pas tous les droits et les emplois des Ontariens. Ma question est donc la suivante. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire concernant les pourparlers qui existent en ce moment concernant les détails de ces négociations? Parce que vous nous connaissons fort bien qu'il y a donc pourparlers entre l'équipe canadienne et l'équipe américaine. Qu'êtes-vous prêt à faire? Quelles sont les mesures concrètes que vous allez faire pour s'assurer que le pacte de l'automobile ne fasse pas l'objet de discussions de libre-échange? Je suis sûre qu'ici, on a mal interprété le point de vue de certaines personnes. Manifestement, 90-95% de nos exportations vont aux États-Unis et nous avons envie d'en vendre plus aux États-Unis. Mais nous savons que les choses changent et que cela risque de coûter. C'est pourquoi nous examinons de très près ce qui se passe et que nous exprimons notre point de vue. Maintenant, pour ce qui est des négociations,
j'ai certains points de vue. Peut-être que vous n'estimez pas mes points de vue, mais je dois dire que à Ottawa, on comprend bel et bien mon point de vue. Et je ne crois pas que les compagnies de l'automobile pensent que nous les abandonnons. Au contraire, je crois que nous avons certainement fait beaucoup pour ce qui est des intérêts des travailleurs de l'automobile. Nouvelle question. À l'ordre. Monsieur le Président, il y a une réponse très simple, foutaise. On ne peut pas vous prendre au sérieux parce qu'en fait, vous avez fait autant pour le secteur de l'automobile que pour le secteur du bois. Ma question supplémentaire s'adresse au ministre du Travail. Je me demande si le ministre peut m'expliquer pourquoi il a endossé un rapport hier et qu'il a également épousé la philosophie même de ce rapport lorsque le rapport indique, et je cite, « Pour eux », autrement dit, on fait allusion ici aux députés de la Garde rouge, en fait, ou l'Armée rouge plutôt, tous ceux qui sont au courant de ce programme secret. Pour ce qui est de la loi concernant la sécurité et la santé au travail, on ne devrait pas avoir des principes différents que ceux qui prévalent pour le Code de la route. Maintenant, pourquoi, d'un côté, on dit que ceux qui pensent qu'on devrait tenir compte de la voie devraient être encouragés, devraient être punis et inversement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette situation? Eh bien, Monsieur le Président, j'aimerais indiquer que mon honorable député ne sait pas trop ce qu'il dit. L'honorable député, s'il examine de près ma déclaration, pourra voir que j'ai indiqué que, dans le fond, d'après les propositions de M. McKenzie, on sera en mesure d'améliorer la situation de santé et de sécurité au travail pour ce qui est de la formation des inspecteurs et de la décentralisation, entre autres. La dernière des propositions a été très bonne et j'aimerais remercier beaucoup le OPSU pour l'avoir fait, c'est-à-dire le syndicat des fonctionnaires de l'Ontario. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect philosophique du rapport soulevé aujourd'hui à nouveau, on le voit aux pages 3 du résumé. Ce sont dans le fond les points de vue de M. McKenzie et ce sont les points de vue de M. McKenzie à titre d'individu de notre société, mais la philosophie de ce gouvernement qui va donc veiller à ce que la loi soit appliquée et autrement dit, la philosophie du gouvernement à l'ordre. À l'ordre. Le député de York Sud a une supplémentaire à poser, si vous lui permettez. Supplémentaire, le député de York Sud. Le ministre semble rédiger l'histoire seulement après 24 heures. Le rapport qui est sorti hier était un rapport qu'il était prêt à indiquer ou à le défendre. Il était prêt à attaquer les personnes qui ne respectaient pas la loi. Or, maintenant, il change d'avis. Or, moi, j'aimerais lui dire que, dans le fond, ce genre de tactique ne vaut pas du tout et il va devoir fournir des explications. J'aimerais poser une question au gouvernement et en particulier au ministre, simplement pour que le trésorier puisse avoir une certaine satisfaction à l'égard du libre-échange. Je peux comprendre pourquoi il est si mécontent, le trésorier. Donc, ma question est précise. Est-ce que cela reflète son point de vue et le point de vue du gouvernement que la loi sur la santé et la sécurité au travail devait être appliquée tout comme le Code de la route? Monsieur le Président,
c'est l'opinion de ce ministre et de ce gouvernement que la loi sur la santé et la sécurité au travail devrait être appliquée sans exception. Je sais de quoi parle l'honorable député et au risque de lui donner une réponse plus longue, je vais lire une phrase ou deux de ce résumé. Les auteurs de ce rapport disent que la visibilité de ce groupe a été accentuée par un changement de gouvernement. Et maintenant, les membres du gouvernement veulent prendre des mesures plus efficaces en ce qui concerne les questions de la santé et de sécurité au travail. Monsieur le Président, je voudrais tout simplement partager avec l'honorable député et aux autres députés quelques statistiques. En 84-85, sous l'ancien gouvernement, il y avait 278 recommandations de poursuite pendant toute l'année. En 85-86, ce chiffre a augmenté à 387 à la suite d'une nouvelle politique pour les poursuites. Au cours des 8 premiers mois de cette année, le nombre de poursuites a passé à 462. À l'ordre. Dernière question supplémentaire, le député de York Sud. Monsieur le Président, de 80 000 violations, des dizaines de milliers de violations, vous nous parlez de 300 ou 400, un chiffre médiocre, et vous dites, regardez le merveilleux travail qu'on a fait. Dans cette province, tous les jours, à la suite des accidents dans le milieu de travail, vous dites que c'est, malgré tout ce qui se passe, vous refusez de reconnaître le véritable problème. Comme dernière question supplémentaire, je voudrais demander au ministre s'il pouvait expliquer ce que je vois comme étant une importante contradiction. Est-ce l'opinion du ministre qu'il partage l'opinion des auteurs du rapport que les responsables font un excellent travail? Et si c'est son opinion, peut-il expliquer pourquoi il y a encore parmi nous des gens qui travaillent sans être protégés par le comité sur la santé, qui sont exposés à des produits dangereux? Peut-il nous dire pourquoi cette situation persiste et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour protéger ceux qui ne sont pas protégés par des syndicats? D'abord, ce serait bien si le député qui avait parlé rarement d'une mort par jour maintenant, ce serait bien si le chef du troisième parti essayait d'obtenir des faits justes. C'est très facile de faire des attaques, mais des faits plus précis seront beaucoup mieux appréciés. En fait, c'est une mort de trop. Et deuxièmement, c'est qu'en 1986, le nombre de fatalités était le plus bas et nous l'avons réduit. Et en 1987, nous espérons en avoir encore moins. Si vous voulez savoir si le système vraiment est bon, je veux dire non, mais à long terme, nous espérons quand même l'améliorer et adopter des mesures qui vont nous permettre davantage de poursuites pour ce qui est du côté du gouvernement. Et en ce qui concerne l'opinion des travailleurs, Monsieur le Président, du point de vue des travailleurs et en ce qui... À l'ordre. Le député de Sudbury-Est ne fait que gaspiller le temps des autres députés. Nouvelle question, le député de Carleton-Granville. Merci, Monsieur le Président.
Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ce qui est de l'éducation des jeunes de l'Ontario à propos des dangers du tabagisme? Monsieur le Président, je n'ai pas des chiffres concernant ce que nous avons dépensé, mais je peux dire que le ministre ne cesse pas de faire des efforts pour éduquer les jeunes. Nous avons mis en place des programmes où nous avons indiqué clairement que nous partageons le besoin de développer des activités plus saines qui attireront les jeunes. Nous avons des comités publics qui nous aident à établir des objectifs pour aider les jeunes Ontariens ainsi que des Ontariens plus âgés et toute la population de l'Ontario. Et cela va nous permettre d'avoir une population plus saine. Question supplémentaire. Monsieur le ministre, d'après votre propre ministère, les dépenses sur les programmes éducatifs concernant le tabagisme pour 84-85 étaient 1 240 000 $. Cette année, avec 3 mois qui restent, vous avez dépassé 69 600 $. C'est une baisse de 94 %. Est-ce que vous pensez que c'est adéquat? C'est un effort adéquat de la part de votre gouvernement pour attaquer le principal problème de santé de la province? Je crois que l'honorable député devrait reconnaître qu'une des choses qui est arrivée avec les dépenses, c'est que les communications ont changé, la documentation a changé et la production de cette documentation a été renouvelée. De plus, Monsieur le Président, nous prenons des initiatives au sein de notre ministère pour changer la façon de vivre des gens, non seulement en ce qui concerne le tabagisme, mais aussi en ce qui concerne d'autres activités qui vont encourager des styles de vie plus sains qui peuvent être adoptés non seulement par les jeunes, mais aussi par les personnes âgées. Je peux dire à l'honorable député que nous avons fourni des installations et nous avons débloqué des fonds qui visent à aider ces gens. J'avais déjà dit dans ma déclaration plus tôt que des représentants du ministère de la Santé veulent éliminer le tabagisme dans le lieu du travail. Nous voulons donner l'exemple à la population de la province. Je peux dire à l'honorable député que cela ne se mesure pas en dollars, mais plutôt en activités. Et nous tenons à ce que la population de l'Ontario adopte une façon de vivre plus saine. Nouvelle question. J'ai les statistiques pour le ministre de la Santé. 257 en 1984, 148 en 85 et 248 en 86. C'est jusqu'à la fin de novembre. Vous ne semblez pas connaître grand-chose. J'ai une question. Je voulais tout simplement corriger les chiffres, Monsieur le Président. Monsieur le Président, un sondage. J'ai demandé que le ministre me remette ce rapport. À plusieurs reprises, j'ai demandé ce rapport du ministre du Travail qui était dans son bureau depuis environ 8 mois, qui concerne les comités de santé et de sécurité qui sont censés faire partie du conseil consultatif du ministre de la Santé. Est-ce que le ministre peut me dire pourquoi vous avez permis à Mackenzie de citer d'un document que vous ne voulez pas rendre public et pour justifier les idioties qui se trouvent dans ce rapport? Monsieur le Président, je crois que l'honorable député n'est pas d'accord avec les propositions de M. Mackenzie qui veut qu'il y ait une amende de 5 000 $, une amende minimum de 5 000 $. Je suppose qu'il n'est pas d'accord avec une telle proposition parce que cela fait partie de ce rapport stupide, comme il l'appelle lui-même. Je crois que ce type de recommandation est utile. Monsieur le Président, il est évident que ce document
été utile pour comprendre certaines choses et l'honorable député aura l'occasion de le voir lui-même. Je m'excuse du retard. J'avais pas le rapport hier parce que j'ai rencontré le conseil consultatif aujourd'hui. Mais je vais faire en sorte que l'honorable député ait le rapport le plus vite possible. Vous patinez trop. Le sondage révèle que révèle le mauvais fonctionnement du comité sur la santé et la sécurité. Mais il y a une autre partie du rapport qui m'inquiète. McKinsey avait toujours un préjugé en faveur de la direction et par conséquent, il contredit les conclusions du sondage. À la page 138 du sondage, il dit « On n'a pas eu de preuve nette qu'il y a eu vraiment des changements dans les structures. » Ces conclusions vont à l'encontre des conclusions de deux docteurs. La question, McKinsey a conclu que les comités devraient comprendre ceux qui ne participent pas aux discussions concernant la convention collective. Est-ce que le ministre ne comprend pas que ces sondages qu'il refuse de rendre publics, que ses propres comités de santé et de sécurité doivent avoir le soutien des syndicats et que M. McKinsey lui demande de séparer les deux? C'est un point de vue intéressant. Un point de vue qui, comme d'habitude, mon collègue de Sudbury S et les membres de son parti et de son caucus ne s'inquiètent que des lieux de travail syndiqués. Moi, je m'inquiète de tous les lieux de travail. Monsieur le Président, il y a des différences d'opinion très honnêtes, très sincères, comme l'honorable député le sait. Il veut faire avancer un certain point de vue et d'autre part, Monsieur le Président, le dirigeant du syndicat des métallos de Sault Ste. Marie m'ont dit tout à fait le contraire. C'est que les relations industrielles et les relations dans les milieux du travail et le comité de santé et de sécurité ne devraient pas être alliés. M. McKinsey a fait ses commentaires et nous allons exprimer nos réponses bientôt à propos des changements effectués. Le député de Brampton, nouvelle question. Dans une déclaration de député, le député de Lincoln avait parlé d'une déclaration qui, à mon avis, n'était pas juste. Je voudrais demander au ministre de la Santé, est-ce qu'en fait, il y a eu une augmentation des fonds, des crédits accordés à la région de Peel pour ces ressources? Le cas échéant, combien? Monsieur le Président, je ne suis pas en mesure de fournir les chiffres que demande l'honorable député, mais c'est une des questions qui ont été posées et je sais que le financement a été augmenté. Je voudrais indiquer que c'était le cas et je voudrais remercier l'honorable député de Brampton d'avoir soulevé cette question dans la Chambre. Et je le remercie de son conseil qui va s'ajouter aux autres conseils que j'ai reçus à propos de cette question. Une nouvelle question, le député de Scarborough Centre. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Je crois, Monsieur le Président, que les investissements en immobilisation avaient... Est-ce que vous pensez que ces octrois vont régler le problème de surpeuplement dans des écoles? Eh bien, Monsieur le Président, je dois dire qu'au cours de la nouvelle année, je suis très heureux que l'honorable député me pose cette question qui, au cours des derniers mois, avait indiqué en public ce qu'il pensait que les octrois devaient être pour 1987. Je crois que c'était à Cambridge qu'il avait dit que ce gouvernement
allait accorder plus de 50 millions de dollars pour 87, mais en fait, le député se rappelle parce que c'était la ligne, c'est que l'ancien gouvernement avait proposé. Ce gouvernement reconnaît les préoccupations des parents, des étudiants et des enseignants. C'est pour ça qu'en 1987, nous allons accorder 147 millions de dollars. Monsieur le Président, il est vrai que ces octrois ne vont pas régler tous les problèmes, mais ça va aider à changer des décennies de négligence dont l'ancien gouvernement a été responsable. Et grâce à la générosité du gouvernement, nous allons reconnaître la nécessité de changer la situation. Monsieur le Président, je suis très heureux que le ministre de l'Éducation a lu mon rapport et ma déclaration, parce que sans cela, il aurait peut-être accordé seulement 50 millions de dollars. Monsieur le Président, pour la commission scolaire de la région de York, 300 classes sont des classes portatives. Nous allons construire 100 classes portatives encore. Dans d'autres régions, 6 400 étudiants se trouvent dans 215 classes portatives et plus tard, on va déménager 1000 étudiants dans ces classes à cause des mesures prises par votre gouvernement. Je voudrais demander au ministre, pourquoi pensez-vous que l'augmentation du nombre des classes portatives pour quelques 15 000 étudiants dans les écoles publiques représente une amélioration des problèmes de surpeuplement qu'ont connus les enseignants et les étudiants? Monsieur le Président, je me demande si l'opposition a des sentiments si forts concernant les classes portatives. Pourquoi en 84-85, ils ont fait construire à 4000 classes portatives? Monsieur le Président, à l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Il y a beaucoup de députés qui ont des questions à poser. Respectez cela. Réponse. À l'ordre. Monsieur le Président, nous pensions que les initiales PC concernaient le Parti conservateur et non d'autres initiales auxquelles on pourrait penser. Quoi qu'il en soit, 65 millions de dollars ont été affectés, autrement dit 20 de la somme totale en 87. 147 millions de dollars seront affectés. Je viens juste de rencontrer beaucoup de communautés de York. Et donc, cette communauté va recevoir une très grande portion de ces affectations. Quoi qu'il en soit, nous avons vu que beaucoup ont été efficaces de notre côté de la Chambre. Alors, c'est les conservateurs progressistes et non les cacophonies permanentes. Nouvelle question, le député d'Ottawa Centre. Ma question s'adresse au ministre des Services communautaires. J'aimerais lui demander pourquoi il refuse, son ministère refuse de donner la part provinciale en sus des 4 affectés, étant donné les coûts que l'on a déjà défrayés pour pouvoir offrir des garderies dans la région. Le ministre, Monsieur le Président, la communauté urbaine de Toronto, comme d'autres municipalités de la province, a su en novembre et décembre 1985 que pour l'année civile 86, l'augmentation serait de l'ordre de 4
Les négociations se sont terminées avec la communauté en juin et juillet 1986 et encore une fois, nous avons confirmé que l'augmentation serait 4 %. Malgré cette réalité, les garderies dans la région de la communauté urbaine de Toronto, avec ou sans l'approbation de la municipalité, je ne le sais pas, ont décidé d'effrayer plus que la proportion des 4 %. Alors, nous ne pouvons pas être tenus responsables lorsqu'une communauté décide d'agir de la sorte. Deuxièmement, Monsieur le Président, la Ville de Toronto a également reçu beaucoup d'appui de la part de ce ministre. Et même en 1986, il y a une augmentation de l'ordre de 2900 places nouvelles subventionnées. Et ceci a coûté 10 millions de dollars au bas mot. Monsieur le Président, vous vous souviendrez que c'est le ministre qui a indiqué qu'il y aura un livre blanc sur la garderie et les services offerts, et ceci devait paraître en juin 86. Pourquoi maintenant est-ce qu'il essaye de gratter chaque cent alors qu'il s'agit d'un budget qui n'a pas suffisamment dépensé au chapitre des garderies? Pourquoi maintenant est-ce qu'il effectue des coupures des services de garderie? Parce que c'est là le résultat d'une telle mesure concernant cette contribution de 30 %. Pourquoi est-il donc prêt maintenant à presser le citron, en quelque sorte, dans la ville de Toronto et qu'il ne peut rien faire de concret pour l'avenir? Monsieur le Président, l'honorable député a peut-être raison, c'est-à-dire qu'autrefois, il y avait une réduction des services de garderie. Je n'ai pas les chiffres. Quoi qu'il en soit, je puis lui dire, ni de dépenses insuffisantes, étant donné que c'est de cela qu'elle parlait. Quoi qu'il en soit, au cours des 18 derniers mois, il y a eu une augmentation des dépenses, particulièrement une augmentation de 10 000 places subventionnées dans la province d'Ontario. Autrement dit, cela représente une augmentation globale de 50 % par rapport à ce que disposait le système lorsque nous avons accédé au gouvernement. J'aimerais également indiquer à l'honorable député qu'il y a une augmentation des services offerts pour les services communautaires. D'autre part, il y a eu d'autres programmes de créer dans les milieux ruraux et d'autre part, il y a eu un règlement, du moins en partiel, de ces programmes. Nous négocions également en ce moment avec le gouvernement fédéral pour augmenter les subventions accordées à ce chapitre. Nouvelle question, le député de Kent-Elgin. Monsieur le Président, ma question s'adresse au solliciteur général. Déjà, il y a un an, j'ai soulevé cette question pendant l'époque de la saison agricole, chimico-agricole. Alors, j'ai une question qui s'adresse donc au solliciteur général. Vous êtes qui? Le président. C'est qui le président? Alors, en fait, je vais poser la question à tout le monde ici, en Ontario. À l'ordre. Les gens d'en face ne sont pas préoccupés par la sécurité et les dangers que présente la pulvérisation. Or, cette question me préoccupe. La question, s'il vous plaît. Alors, les fermiers vont pulvériser des produits chimiques et je me demande, Monsieur le solliciteur général, si la Sûreté de l'Ontario et l'industrie pourraient mettre sur pied un programme afin d'éviter le vol que cela a créé pendant un certain temps. La question de sécurité, qui ne semble pas préoccuper grandement les gens d'en face, préoccupe certainement les gens de notre côté. Et ceci est un problème non seulement dans notre province, mais également au Manitoba. Et déjà, lorsque le gouvernement a entendu parler de ce problème l'année dernière, on en a parlé avec la GRC. Quoi qu'il en soit, je puis dire aux députés que déjà nous avons des séminaires organisés auprès des industries qui fabriquent ces produits chimiques. Et par exemple, le 10 mars dans la région de Chatham, il y aura un séminaire pour qu'on puisse discuter des dangers et d'autres aspects de la question. À l'ordre.
Oui, mais il est fort peu probable que les fermiers vont acheter ces produits une fois qu'ils sont sortis, en quelque sorte, de l'emballage original. Je me demande si, dans ce cas-là, on pourrait avoir des inscriptions spéciales sur les emballages pour qu'on puisse retracer ces produits chimiques, afin qu'on puisse retracer les personnes, les voleurs. Oui, c'est une chose que nous discutons en ce moment avec les fabricants parce que nous aurons des inscriptions sur les contenants et on donnera le nom des personnes ou des commerçants qui ont l'autorisation de vendre ces produits pour que, dans le cas éventuel d'un vol, on puisse retracer, mais également les acheteurs seront rassurés qu'ils achètent d'un commerçant qui a le droit de le vendre. Le député de Durham-West, nouvelle question. Oui, j'ai une question qui s'adresse au procureur général. Monsieur le procureur, dans le journal de ce matin, on indique qu'une décision concernant la Cour d'appel de l'Ontario vous préoccupe concernant, entre autres, la loi sur la conduite en état d'ébriété. Il semblerait qu'à Durham, vendredi dernier, un juge a prononcé une sentence parce qu'une personne aurait, en état d'ébriété, a tué une personne, une autre aurait blessé une personne. Encore, semblerait qu'on ne s'est pas arrêté à un arrêt et on a refusé de donner un échantillon de son haleine. Et en plus, la personne avait reconnu qu'elle avait consommé de l'alcool avant de se mettre derrière le volant. Or, ceci remonte à 2 ans. Est-ce que c'est là la bonne façon de traiter de la chose? Est-ce que c'est ça votre idée de la justice? Le procureur, comme vous savez, la justice dans cette province est l'affaire de juges indépendants et des milliers de décisions sont prises par ces juges et la plupart de ces décisions semblent être tout à fait satisfaisantes aux yeux du public. Il arrive que parfois une décision ou une autre va profondément marquer des procureurs de la couronne ou encore des membres publics car on pense que cette sentence ne convient pas. Et la seule façon de procéder est de mener ceci en cours d'appel afin que la Cour de l'Ontario, Cour d'appel, puisse examiner cette question de nouveau. Et dans ce cas-là, nous demandons au procureur général de faire un rapport afin de savoir si on devrait placer cette cause en cour d'appel ou non. J'aimerais lui indiquer que nous faisons tout ce que nous pouvons faire afin de nous assurer que la question soit bien traitée et que nous soyons équitables. Est-ce que le procureur général peut indiquer à Brent Grunert, qui a perdu sa femme et sa fille, Judy Garand, qui a perdu sa fille et son mari, que dans le fond, je ne comprends pas, 2 ans, presque, moins d'une journée, il semblerait déjà que le procureur de la Couronne a indiqué qu'il y aura une cour d'appel et que ce sera à vous de décider. D'après ce que j'ai compris, d'après le système de libération conditionnelle, on a vu que cet homme a tué 4 personnes. Avant une décision concernant la cour d'appel, non seulement d'après ce gouvernement-ci, mais le gouvernement précédent, toujours nous examinons les recommandations du procureur de la Couronne. Comme vous avez déjà indiqué, on demande de voir les raisons donc du juge, ainsi que les preuves, à savoir si la décision est bien fondée ou non. Nous examinons toute cette documentation afin de voir que la décision est équitable non seulement aux victimes, mais également à l'endroit de la personne accusée. Je puis indiquer ceci, l'honorable député, qu'avant la date limite pour une décision de cour d'appel ou non, on prendra la décision et je serai certainement heureux de l'indiquer aux députés quelle a été la décision prise. Nouvelle question, le député de Algoma. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Étant donné la préoccupation et l'incertitude de la population de Wawa, le ministre peut-il nous donner une date, à savoir quand est-ce qu'il va donner sa décision concernant
le programme des Grands Lacs concernant l'évaluation sur ses effets dans les Grands Lacs. Certainement, le député a raison de dire que certains membres de la communauté de Wawa sont préoccupés pour ce qui est de l'évaluation environnementale de cette région. Certainement, des porte-paroles qui représentent les deux côtés de la question ont pu prendre la parole. La ville de Wawa est au courant de ce conflit et il semblerait que l'évaluation aura lieu. J'aurais espéré, Monsieur le Président, que dans un très proche avenir, une décision sera prise et cette décision va prendre en considération les points de vue de toutes les personnes intéressées. Supplémentaire. Monsieur le Président, étant donné que le ministre a obtenu le rapport de son comité consultatif depuis septembre et un rapport de Acres International et que ce rapport il l'a depuis novembre, est-ce qu'il pourrait être plus précis que de dire dans un proche avenir, le ministre? Oui, je m'adresse à mon collègue de Algoma. Il me semblait que dans un proche avenir est assez clair, du moins par rapport au libellé de la question. Quoi qu'il en soit, je devrais lui expliquer un des processus et le député d'en face qui commente le sait fort bien. L'une des démarches que nous devons prendre, c'est que chaque ministère qui a son mot à dire doit donner des renseignements et doit formuler des commentaires, à savoir si c'est avantageux ou non, s'il va avoir des effets néfastes pour l'environnement ou si au contraire il n'y en aura pas. Je suis heureux de voir que le leader de l'opposition formule des commentaires parce que moi, je ne puis me souvenir d'aucun projet que lui aurait confié au ministère de l'Environnement. Bon, la question. Répondez à la question. Je vais essayer de répondre à la question, Monsieur le Président. Alors, ce que j'indique aux députés, c'est que mon ministère examine toutes ces recommandations et les examine de très près. Nous faisons également une évaluation et je puis vous dire dans un proche avenir. Et certainement, ça sera dans le proche avenir. Nouvelle question. Le député de Prescott-Russell. J'aurais une question pour Madame la ministre des Affaires civiques et culturelles. En ce moment, les maisons d'édition ne sont pas tenues de payer une taxe de vente fédérale. Apparemment, le gouvernement fédéral s'apprêterait à présenter en 1988, d'une façon uniforme, une taxe de transfert pour les commerces. Il va sans dire que ce geste inquiète vivement les maisons d'édition ontariennes. Ma question est à titre de membre du comité des adjoints parlementaires pour la petite entreprise. Je voudrais savoir auprès de Mme la ministre si elle a bien regardé ce dossier et qu'est-ce qu'elle et son ministère et mon gouvernement s'apprêteraient à faire dans ce dossier auprès du gouvernement fédéral. Minister. Le ministre, Monsieur le Président, le député a posé une question très importante concernant les maisons de publication, mais également à d'autres ministres de la Culture au Canada, les compagnies, de culture au Canada. Non seulement est-ce que cela relève du gouvernement fédéral de repasser ces taxes, les transférer à d'autres niveaux, mais nous devons également examiner d'autres aspects, d'autres mesures prises par le gouvernement, par exemple en vertu du projet de loi 58. Personnellement, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'expliquer à mes collègues l'effet net d'une telle mesure dans notre industrie. Et je continue à œuvrer avec mes collègues afin de demander une exemption de cette taxe de vente ainsi que de la taxe de transfert des sociétés. Nouvelle question, député de Sudbury. J'ai une question qui s'adresse au Premier ministre. Il semble qu'au sein de votre cabinet, il y a une certaine confusion à savoir comment vous allez traiter certaines questions en matière d'énergie.
Par exemple, ceci est assez clair quand vous avez vous avez demandé à votre ministre de l'Énergie de traiter la question de sécurité nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Le Premier ministre. Monsieur le Président, il n'y a pas de confusion, pas du tout. La confusion est toute vôtre, vous et les députés de Durham-West. Vous savez, je comprends que lorsque vous posez une question, lui, il s'est retourné et a formulé des commentaires assez audacieux. Alors, discutez-en dans votre caucus, discutez-en avec votre collègue et on sera prêt à en discuter ensemble après si vous réussissez à vous rallier à ce sujet. Supplémentaire. Je ne vais certainement pas sermonner le Premier ministre de l'Ontario comme il vient de me le faire, mais est-ce que c'est là votre avis alors concernant les témoins qui ont formulé leur point de vue au sein du comité? Ces témoins ont dit qu'ils étaient fort préoccupés par la question de transport des eaux lourdes dans notre province et qu'ils étaient très préoccupés également par l'exportation de ces eaux. Est-ce que c'est cela que vous allez leur donner en guise de réponse? Moi, j'aimerais savoir ce que vous allez faire en matière de sécurité dans cette province. Je puis assurer mon honorable collègue en face que ce gouvernement est certainement fort préoccupé par cette question. Nous sommes au courant de propos présentés dans le rapport indépendant qui a été donc publié. Et je prends cette question très au sérieux. Je suis heureux de voir que vous aussi, vous prenez cette question très au sérieux. Mais parfois, il arrive que lorsque vous prenez la parole, d'autres députés de Durham-West, par exemple, semblent rechigner. Ils ne savent pas ce que vous avez l'intention de dire. Vous risquez de les mettre dans l'embarras. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est d'en discuter avec eux. Et une fois que vous aurez une opinion ou un point de vue bien uni, on pourra en rediscuter, car ce gouvernement tient beaucoup aux questions de sécurité environnementale. Et nous sommes prêts à répondre à vos questions en tout temps. Le temps pour les périodes de